excusez-moi. Donc, comme l'a bien dit Aïcha, effectivement, les prothèses valvulaires transforment la vie de nombreux de nos patients, mais il s'agit donc d'un matériel étranger et susceptible donc de complications. Et bien sûr, toute prothèse valvulaire va nécessiter un suivi régulier, une hygiène de vie. Il faut bien sûr expliquer aux patients donc quels sont les symptômes qu'il peut présenter et naturellement leur expliquer qu'il ne faut pas négliger les contrôles réguliers. Il faut souligner donc bien sûr les différentes étiologies, et on en parlera de ces dysfonctions, obstruction, thrombose, dégénérescence, le risque d'endocardite gravissime. Souligner également le fait que, bien entendu, on est dans un congrès d'écho, on va parler beaucoup d'échocardiographie, mais comme cela a été déjà dit précédemment, il y a d'autres techniques pour nous aider, ne serait-ce que le simple radiocinéma de valve, le scanner, le TEP-scan. Et donc, nécessité d'un diagnostic précoce de dysfonction afin d'avoir une prise en charge optimale. Bon, ici, c'est juste un petit diagramme des différentes techniques qui sont à notre disposition, qui sont apparues au fil du temps, avec les techniques donc plus sophistiquées du scanner 3D, de l'IRM, etc. Alors, parmi les principales dysfonctions, et la première, je pense, la plus fréquente, c'est celle des gradients élevés. En fait, la question qui se pose devant un gradient élevé, est-ce que c'est une dysfonction ou est-ce que c'est une erreur? Tout à l'heure, on a parlé des pitfalls dans un certain nombre de domaines, et vous savez que dans tous les domaines, finalement, il y a des causes d'erreur. Donc, c'est quelque chose que l'on a souvent au cabinet ou au quotidien. Le gradient est un peu élevé. À quoi est-ce dû? Donc, on parlera en général de gradient anormalement élevé lorsqu'il dépasse 15 à 20 mm de mercure pour les prothèses aortiques, 5 à 7, 6 pour les prothèses mitrales. Et donc, quelles sont les causes possibles? Alors, il faut savoir qu'il y a des pièges techniques, il y a des artefacts, on va revenir dessus. Il y a les situations, bien sûr, où il y a un haut débit hémodynamique, post-opératoire, un sepsis, une anémie, la grossesse. Il peut y avoir des obstructions fonctionnelles liées à un mismatch, une prothèse trop petite pour le gabarit du patient. Il y a une véritable obstruction, donc un thrombus, un pannus, une endocardite, une dégénérescence de prothèse. Et puis également, une autre cause d'élévation de gradient, c'est une fuite paraprothétique qui va augmenter donc le gradient. Alors, quand on est face à un gradient élevé, on nous a appris, et c'est Pibaro qui a beaucoup travaillé là-dessus, et vraiment, ces diapositives et puis ces articles sont toujours très, très clairs. Eh bien, il faudra donc calculer la surface fonctionnelle au niveau de la prothèse, regarder si cette surface, elle est diminuée, et si elle est diminuée, c'est la partie droite de la diapositive, à ce moment-là, cela va orienter avant tout, vers donc une dysfonction, une dysfonction de prothèse, et nous inciter à faire probablement d'autres examens complémentaires, mieux regarder la prothèse et peut-être une ETO et un radiocinéma de valve si c'est une prothèse mécanique. Par contre, si la surface effective de la prothèse est similaire à la surface qui nous est donnée dans les ABAC, on en a parlé tout à l'heure, eh bien, si cette surface rapportée à la surface corporelle est inférieure à 0,85 cm² par mètre carré, on a affaire à donc un mismatch, une prothèse qui est trop petite pour la surface corporelle du patient. Et vous savez que c'est assez fréquent, en particulier chez les personnes âgées, en particulier chez les femmes qui ont des petits gabarits, et très, très fréquemment, le chirurgien est amené à mettre une prothèse d'un petit calibre, et vous savez que les prothèses sont toujours un petit peu encombrantes, et c'est quelque chose qui peut se voir. Alors, ce qui est surtout embêtant, c'est lorsque le mismatch est très sévère, donc avec une surface inférieure à 0,65 cm² par mètre carré, d'où l'importance d'anticiper ça. Voilà, après, avec toutes les difficultés techniques que cela peut représenter. Pour terminer sur ça, c'est une diapositive que j'ai trouvée également de Pibaro, que j'ai trouvée très intéressante, qui souligne effectivement les différents cas de figure que l'on peut être amené à voir, avec la place des examens complémentaires, et il nous souligne bien sûr aussi,
et dans ce topo, on aura l'occasion d'en reparler, l'introduction, la place de plus en plus importante du scanner. Alors, gradient élevé, thrombose, c'est bien entendu une des causes majeures et un risque majeur, en particulier les prothèses mécaniques. L'incidence reste relativement faible, mais elle existe avec une menace pour la vie du patient. La thrombose est souvent liée à un problème d'anticoagulation, et on connaît tous les difficultés d'anticoagulation, et ça n'a pas changé puisqu'on est obligé d'anticoaguler ces patients avec des AVK. Et il peut y exister également une formation de pannus. On connaît aussi l'incidence des thromboses sur bioprothèse qui est rare, voilà, je reviens, mais ça existe et on le connaît bien avec le TAVI, et certains travaux en post-TAVI médias avaient même montré l'existence de petits matériels thrombotiques dans 5 à 10%. Bon, ça a été un petit peu discuté, mais il faut le savoir. Voilà. Donc, le diagnostic de thrombose, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il est basé sur des éléments anatomiques, donc une diminution de l'ouverture d'un élément mobile, d'un occluder, et surtout, bien sûr, sur des paramètres Doppler, donc hémodynamiques. Voilà, le gradient élevé, la diminution de la surface valvulaire effective. Parfois, on peut voir donc un thrombus au niveau de la prothèse. Vous avez ici, au niveau d'une prothèse mitrale, un gradient, c'est évident, donc qui est très élevé. Alors, il faut savoir enfin, vous le savez tous, qu'en transthoracique, il est difficile de bien analyser le jeu des prothèses, d'où l'intérêt du transœsophagien, et là en particulier du 3D. Ici, on voit parfaitement bien sûr, l'énorme thrombus sur la prothèse et une diminution d'ouverture du clapet. Donc, c'est ce que le TO va montrer. L'anomalie du jeu de l'occluder, le thrombus, il va confirmer l'élévation du gradient, souvent donc une fuite paraprothétique, pardon, une fuite anormale au niveau de la prothèse, oui, ou la disparition d'un flux de lavage. Pardon. Un autre exemple, hein, pardon, en ETO, excusez-moi, je l'ai fait avancer trop vite. Bon, voilà, c'était ici en ETO, un autre exemple avec, on voit bien le thrombus ici, voilà. Ici, c'est un thrombus non obstructif. Alors, vous savez on a parlé tout à l'heure des AVC, en particulier ischémie, et dans le cadre du bilan d'AVC, on fait systématiquement au moins une ETT, une ETO au moindre doute, et sur une prothèse valvulaire, bien entendu, il faut faire une ETO, et vous avez ici un exemple typique de cause d'embolie systémique, hein, c'est-à-dire un thrombus non obstructif. Et effectivement, quand on fait l'ETT, l'examen est normal, et à l'ETO, on trouve un thrombus, soit un thrombus blanc, soit un thrombus mobile, comme ici. Autre cause d'élévation de gradient, c'est le pannus. Alors, qu'est-ce que c'est que le pannus? C'est en fait comme une cicatrice, une hyperplasie de fibrose périannulaire. Et ce qu'il faut bien savoir, retenir, c'est que ce pannus va mettre quelques années à se constituer. Et donc, c'est ce que l'on observe parfois chez les patients, quand on fait les examens itératifs, on voit le gradient qui augmente petit à petit au fil des années. Et donc, il faut y penser, il faut savoir y penser. Et il faut savoir aussi que le pannus peut faire le lit de la thrombose. Et donc, ça va naturellement aller vers l'accident aigu. Enfin, ça peut aller vers l'accident aigu. Donc, les causes, donc là, il n'y a pas de problème d'anticoagulation. C'est vraiment propre à chaque individu. Il y a des patients qui vont développer des pannus, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et sur la diapo aussi, on insiste sur l'intérêt du scanner. Le scanner peut montrer, ici, vous voyez, vous avez une espèce d'anneau au-dessous de la prothèse. Bon, cette diapo, pour terminer un petit peu sur les thromboses, donc le rôle de l'ETT, le rôle de l'ETO, le rôle également, j'en ai peu parlé, mais du radiocinéma de valve qui est très intéressant. Et de nos jours, on fait plus d'ailleurs de cinescan pour bien voir le jeu des ailettes. C'est pas toujours facile
en écho et ça peut nous aider. Et donc, aller vers le diagnostic précis, donc type d'obstruction ou vers une obstruction, une thrombose, un panus ou une endocardite. Là, cette diapo, elle est peut-être difficile, un petit peu difficile à lire, je vais peut-être pas insister. Ici, c'est un exemple de thrombose sur prothèse biologique. Alors, pendant longtemps, on disait ben, les prothèses biologiques ne thrombosent pas. Il faut savoir que si. Alors là aussi, il y a probablement des susceptibilités individuelles. Au niveau mitral, c'est souvent aussi un problème de débit, d'énormes d'ectasie de l'oreillette gauche. Donc, y penser. Et là aussi, bien sûr, c'est l'examen. Le TT va montrer une augmentation du gradient et le TO est l'examen clé pour montrer ici une diminution de l'ouverture des cusps. Voilà. Et le traitement habituellement recommandé est celui d'une anticoagulation. Un petit mot sur les obstructions sur TAVI. Donc, ça a été rapporté. On sait que c'est surtout dans les premiers mois ou années post-opératoires. Et là aussi, il faut les suspecter sur la clinique, augmentation du gradient. Et le scanner est un examen extrêmement intéressant. Il peut montrer donc des anomalies. Alors, des anomalies peuvent être de différents types, soit simplement un épaississement, un aspect d'épaississement au scanner des cusps, soit donc une diminution du mouvement de la cusp, un thrombus ou bien sûr un gradient. Et bien sûr, tous ces éléments peuvent représenter des phases évolutives de la thrombose. Autre complication, je vais un petit peu vite, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, de problèmes à aborder. C'est la dégénérescence de bioprothèses. Comme vous le savez, les bioprothèses, en général, pendant les 5-6 premières années, le risque de dégénérescence est très faible. Et on dit d'ailleurs qu'à partir de la 6e année, il faudra contrôler annuellement la bioprothèse. Le risque, donc, c'est soit la thrombose aussi, ou la calcification, ou la fracture, enfin pas la fracture, la déchirure de la bioprothèse, comme vous le voyez ici. Donc ici, un exemple d'obstruction avec une accélération du flux au niveau de la bioprothèse, comme on le voit très bien. Donc, obstruction, fuite sur la bioprothèse, et là également, donc le TT, le TO, éventuellement le scanner. Et les recommandations actuelles en cas donc de dysfonction de dégénérescence de bioprothèse, c'est une réopération a priori, bien sûr si les patients sont symptomatiques, et le TAVI qui peut être considéré en fonction de beaucoup de choses, de l'âge du patient. Il faut bien dire que cette technique est très utilisée au niveau aortique en particulier. Autre complication possible, les fuites paraprothétiques. Alors ici, vous avez un aspect de radiocinéma, et donc c'est un examen, vous voyez, qu'on ne peut plus facile à faire et qui peut quelque part rapporter gros quand on voit ce mouvement de bascule de la prothèse, qui était une prothèse à double ailette. Donc les fuites sont à connaître, ça n'est pas hyper fréquent, mais il faut savoir qu'elles peuvent être quand même cause de beaucoup d'ennuis, bien sûr d'insuffisance cardiaque, d'hémolyse, etc. Et que donc elles doivent être dépistées. Il faut faire la distinction entre une fuite paraprothétique et une fuite physiologique. Donc ça, on l'a appris, on sait que par exemple toutes les prothèses mécaniques ont des petites fuites physiologiques dites de lavage, mais elles sont toutes petites. Voilà. Et en ce qui concerne l'apparition de la prothèse, elle peut apparaître donc précocement, et il faut bien sûr s'inquiéter à ce moment-là d'un lâchage de suture, ou plus tardivement, et penser surtout à l'endocardite, mais bon, l'endocardite peut survenir malheureusement à tout moment. Il faut savoir aussi que ce problème de dysfonction de prothèse par fuite paravalvulaire est plus fréquente au niveau mitral et plus fréquente pour les prothèses mécaniques. Après, s'il y a eu décalcification de l'anneau, s'il y a eu bien sûr des fuites à répétition, des chirurgies Redux, et donc il faut savoir aussi
et on le sait tous que les fuites sont assez fréquentes chez le TAVI, même s'il y a eu beaucoup de progrès dans ce domaine-là. Et donc là encore, comme pour ce qui a été dit précédemment, toutes les techniques sont à notre disposition, le TT, le TO, le radiocinéma. Bon, un exemple ici, c'est très difficile, en général, une fuite paraprothétique ne saute pas aux yeux, il faut la chercher. Et là, ça souligne ce que disait Aïcha tout à l'heure, l'examen clinique est essentiel dans la surveillance d'une prothèse, l'existence d'un souffle anormal au niveau de la prothèse va nous orienter, va nous faire rechercher cette fuite qui est souvent très difficile à voir, car elle est sur les côtés, et il faudra rechercher d'ailleurs cette petite zone de Pisa, de zone de convergence de la fuite, voilà, en sachant que bien sûr le TO est l'examen clé hein, qui va nous montrer ici, vous le voyez particulièrement sur la diapo du bas, là, et en 3D aussi, on voit ça parfaitement. Alors de nos jours, enfin, les indications, la prise en charge de ces fuites paraprothétiques, c'est a priori, surtout selon les recommandations de la chirurgie, mais il faut savoir qu'on dispose aussi de la possibilité de corriger ces fuites par des ombrelles, hein, et ça c'est un exemple réalisé à Bordeaux, c'était une fuite sur une prothèse à double ailette, comme vous le voyez, et le cathétériseur a mis en place une ombrelle. Fuite paraprothétique sur TAVI, ici elle était particulièrement bien sûr illustrative. C'est quelque chose qui était fréquent surtout au début de la technique, qui a maintenant, avec le perfectionnement aussi des prothèses, ce problème a largement diminué. Mais donc, ce qui explique que ces nouvelles prothèses, ces TAVI doivent être surveillées également, bien sûr, écho post-implantation. Et puis, pour ces prothèses de type TAVI, un écho de contrôle annuel est recommandé. Alors, pour terminer, quelques mots sur d'autres complications, mais également gravissimes à bien connaître, et aussi pour souligner la place de l'écho devant une suspicion d'endocardite. Alors, bien sûr, l'endocardite, c'est un contexte clinique bien particulier. L'écho transthoracique, et comme nous rappellent bien ces recommandations européennes, c'est l'écho transthoracique qui est l'examen de première intention, complété, bien entendu, au moindre doute, et en particulier sur prothèse mécanique par une TO, à la recherche d'une complication, végétation, abcès, déhiscence au niveau d'une prothèse. Et ici, vous avez un épaississement du manchon, c'est un abcès d'un manchon aortique. Et ça, il s'agit aussi des recommandations coordonnées par Gilbert Habib de 2015, hein, qui montrent bien que, effectivement, le diagnostic peut être plus ou moins facile à faire, et en particulier sur valve prothétique, et que là, il ne faut pas hésiter à demander un TEP scan. Il faut bien dire qu'effectivement, cette technique de TEP scan nous a aussi transformé un petit peu transformer la vie, aider à affiner un diagnostic. Comme ces diagnostics sont souvent difficiles. On avait un autre exemple ici. Ici, c'est un exemple d'abcès donc dans un contexte d'endocardite, un abcès vu en scanner sur une prothèse mécanique. Voilà, donc pour conclure, effectivement, en 30-40 ans, on a vu les prothèses valvulaires évoluer de façon importante, et ça n'est pas fini, puisque maintenant on nous parle même de remplacement de la valve mitrale par bioprothèse de façon mini-invasive. Donc tout ça est fascinant, mais comme on le disait au début, il s'agit de matériel étranger au niveau du cœur. Il s'agit de patients qu'il faut surveiller comme, j'allais dire, le lait sur le feu. Le TT est l'examen standard. Idéalement, il doit être fait par le même opérateur, si possible, voilà, de façon régulière. Alors, les recommandations disent que c'est en fonction des symptômes. Moi, je serais un petit peu assez vieux jeu, mais je dirais c'est quand même très bien. Et comme on revoit, comme le cardiologue doit revoir son patient une fois par an, de toute façon, maintenant, l'échocardiographie fait partie du suivi, enfin, à mon sens. Mais bon, les recommandations nous disent en fonction des symptômes. Voilà, ensuite, on l'a vu, l'écho 3D a ses indications, le TO 3D, le scanner, l'IRM, le TEP scan, donc cette imagerie multimodalité. Voilà, et puis je terminerai, oui, bien sûr, sur le rôle de l'échocardiographie
en salle de cathétérisme. Donc l'écho, pour souligner que l'écho est partout. Voilà. Et si vous voulez, dans 8 jours, vous pouvez venir à Bordeaux. On reprend, après le Covid aussi, les journées d'écho de Bordeaux. Je vous remercie. Merci, professeur Rodeau. J'appelle notre ami Dania Marti qui va nous parler de l'analyse difficile des patients avec multiprothèse valvulaire.